Salut tout le monde, bienvenue à cette 17e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir deux nouvelles home cards et on va amorcer le tour 3 de notre playthrough. L'espionnage amène son lot de nouvelles mécaniques et avec lui, la nouvelle home card de l'anglais et la nouvelle home card du français. Ces deux powers-là ont maintenant deux choix quand arrive le Spring Diplo. Puis dans les deux cas, c'est fortement relié à l'espionnage. Fait que l'anglais a Walsingham, qui peut jouer comme un événement ou comme une réponse. Puis, on dit souvent, on peut jouer Walsingham offensivement ou défensivement. Fait que quand on le joue offensivement, ça fait en sorte que toutes les dés d'espionnage du reste du tour pour l'anglais touchent sur des 4, 5, 6 plutôt que des 5 ou 6. Ou, si on le joue défensivement, toutes les dés d'espionnage qui ciblent l'anglais touchent seulement sur des 6. Puis vous jouez ça en réponse, mais ça dure pour le reste du tour. Fait que généralement, on cache bien notre jeu comme anglais. A-t-il pris Walsingham seulement? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est sûr que si Marie-Elisabeth, c'est un petit peu un. Il vient un petit peu de vendre la mèche, là, puis de me démontrer qu'il n'a pas pris Walsingham, là, parce qu'il va avoir besoin de sa home card Virgin Queen pour sortir Elisabeth de ce mariage-là, puis continuer à accumuler les VP de Virgin Queen d'Elisabeth. Mais moi, je vous dirais à partir du tour 3, quand l'anglais marie pas Elisabeth, c'est quasiment sûr qu'il a pris cette carte-là, puis à ce moment-là, vous frottez à l'anglais au niveau espionnage, vous courez après le trouble en crise. Fait que ça, c'est la première option de la home card. La deuxième option, c'est un ou. Et il peut automatiquement enlever un operative. Puis dans le cas de l'anglais, un operative, c'est soit un jésuite ou un informant qui l'espionne sur sa carte. Et il fait tout de suite une action de Gain Intelligence avec 2 dés de bonus. Fait que c'est 2 dés de base, Gain Intelligence, qui va avoir un minimum 4 dés. Plus peut-être s'il y a des informants, s'il y a crypto ou s'il y a d'autres bébelles. Fait qu'une très jolie home card. Puis le français n'est pas en reste. Ciboire de Black Queen. Trois options, rien de moins. Placer un informant contre n'importe quel power qui a un leader, un army leader en France. Ça va souvent être le protestant. Plus tard dans le game, ça peut être l'anglais, puis ça peut être l'espagnol. Puis ensuite, vous faites automatiquement vous faites une tentative d'assassinat immédiatement contre une cible qui est en France, comme si vous veniez de dépenser 4 CP. Fait que l'informant va vous donner des bonus, si vous ciblez le même power, évidemment. L'informant va vous donner des bonus. C'est une petite exception au fait que l'informant doit avoir été présent un petit peu plus longtemps ou au moins pendant un card play avant de vous donner ses bénéfices. Avec cette carte-là, c'est pas nécessaire. Vous collissez votre informant en surprise quasiment, puis vous faites la tentative d'assassinat immédiatement. Ou vous choisissez entre placer deux informants, ce qui est quand même intéressant, ou faire une action d'espionnage comme si vous veniez de dépenser 3 CP, donc soit un gain intelligence qui vaut 2 CP au final, ou une tentative d'assassinat avec 3 CP. Ça semble pas fort cette affaire-là, mais cette option-là vous permet de piger une nouvelle carte du deck pour compenser. Ou encore, vous regardez la main de n'importe quel autre joueur. Ensuite, vous pouvez choisir entre piger une carte aléatoirement de la main de ce joueur-là ou piger deux nouvelles cartes du deck. Beaucoup d'options, beaucoup de flexibilité sur ce home card-là. Très, très, très intéressante. Fait que c'est là où on est rendu dans notre playthrough. Là, on est dans la phase de diplo. Tout ce qui reste de pending, moi, c'est en théorie, j'ai un deal avec l'Espagne qui laisse Amsterdam protestant, me permettant d'y faire une révolte sans trop de problèmes. À part de ça, ben, le tour 3, c'est vraiment l'histoire des mariages. Là, j'en ai parlé, checker ça, tout le beau monde qui essaye de se caser. Là. C'est un peu incroyable. Là. Mais puis là, je vais vous résumer, là, mais tu sais, les tractations autour de toi, les discussions diplomatiques, là, c'est beaucoup qui va marier qui. Là, parce qu'il y a beaucoup de monsieur, beaucoup de madame, puis tout ce monde-là, comme je dis, là, cherche un meilleur sort. Fait que au final, quand on arrive à la diplo, les Ottomans ont rien à déclarer. Les Espagnols ont rien à déclarer. Par contre, l'Anglais annonce le mariage du Earl of Leicester avec Élisabeth d'Autriche. En fait, je vais avancer dans le log parce que je pense que je cause tout le monde. Fait que le Earl de Leicester avec Élisabeth d'Autriche. Le Earl de Leicester, à part d'être l'éternel prétendant de la vraie Élisabeth Ière, tant qu'il n'est pas marié, il reste dans le pool en tant qu'un. Il ne vieillit pas. Là. Tant qu'Élisabeth Ière est là. Là, finalement, il décide de se marier avec Élisabeth d'Autriche, ou donc c'est une autre Élisabeth. Un prix de consolation.
Le power d'Élisabeth s'applique pas. C'est juste si elle marie quelqu'un de français ou quelqu'un d'espagnol. Puis le Earl de Leicester n'a pas de power. Fait que ça s'enligne pour être un mariage 2d6 plus 3. Ce qui est quand même pas mauvais, ça vaut la peine. Élisabeth elle-même va marier Charles d'Autriche. Encore là, bon, on pourrait checker les powers. Là, on regarde Charles II d'Autriche, puis on dit, ben, my God, il donne moins un de carte à l'anglais. Euh, là, il va donner moins un de carte à l'anglais. Ben non, Elisabeth va briser le mariage. Fait qu'encore là, l'anglais, Marie-Élisabeth, ça veut dire qu'il prendra probablement pas Walsingham dans sa main. Pour essayer de faire un beau mariage, ce serait quoi? 3 plus 1, ce serait plus 4. Ça sera pas vergeux quand même, ça vaut pas la peine de se priver des VP d'Élisabeth Ière pour ça. L'anglais annonce également que le HRE va lui donner 3 mercenaires de ses mercenaires à vendre. Puis l'anglais en profite pour dire, faire un clin d'œil dans le fond au HRE, puis dire ça peut être 4 mercenaires si tu veux. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont parlé. Personnellement, un guild, ça vaut pas vraiment 4 mercenaires, là, mais on rappelle que ces mercenaires-là, dans le fond, le HRE les perd s'ils les échangent pas. Fait que c'est pas un mauvais move de l'anglais, peut-être d'avoir insisté là-dessus. Le français annonce qu'il fait la paix avec moi. Puis la raison est simple, c'est que nous, on va vraiment avoir 2 mariages relativement flamboyants. D'abord, peut-être un mariage encore plus flamboyant que celui qu'on a vu au début de la game. Henri IV de Navarre et Marguerite de Valois à leur plein potentiel. Alors ça, on parle de 2d6 plus 6. Un VP pour le français parce que c'est une Valois. Puis moi, quand même, protestant, plus une carte si Henri IV de Navarre marie un français. Une française, devrais-je dire. Fait que j'ai minimum plus une carte au prochain tour, plus ce que le mariage va donner. Fait que c'est bon, Chris. La présence de Louise de Lorraine, évidemment, permet le mariage. Je l'ai matché avec Charles IX. Fait que ça aussi, c'est un beau mariage. Charles IX qui a vieilli par contre une fois, fait que ça va être 2d6 plus 4 au final. Pas de skill particulier à ce mariage-là, à part le VP par défaut du français. Et finalement, le français annonce qu'Henri III de Anjou, un autre Valois, va marier Anne d'Autriche. Très beau prospect puisqu'elle permet de rerouler le dé le plus bas du jet de mariage. Fait que ça va être 2d6 plus 5 avec un reroll du jet le plus bas. Ça risque ça aussi de donner des enfants forts quand même pas mal. Fait que tout ce beau monde-là confirme ces patentes-là, puis on est prête à starter. L'anglais, fait que le HRE finalement dit ah, tant qu'à t'en donner juste 3 des mercenaires, prends les 4, je m'en calisse. Fait que là, l'anglais se retrouve avec une stack quand même de la mort. Ici, là. Belle combinaison de réguliers puis de mercenaires à Londres, là. Commence à avoir du monde en crise. C'est à l'Ottoman de faire son spring déplo. Il va emmener, initialement, il va emmener, vous allez voir, 5 unités ici, là, à Nice. Pas trop quoi, NIS avec un symbole spécial. Fait qu'il va emmener 5 unités ici, puis là, on va lui dire, à ta peu, là, ton leader, il est ici, là, fait que le nombre maximum d'unités que tu peux amener, c'est 4. Là. Fait qu'il va avoir une petite mise au point, là, parce que je pense qu'au début, il amène 2 cavaleries puis 3 réguliers. Puis finalement, il va retourner une cavalerie à Istanbul pour amener juste 4 unités ici. Ces unités-là, il ne peut pas traverser de passe par défaut lors du spring déplo. On présume que ces unités-là sont là pour venir renflouer la grosse stack. Ben, la grosse stack. Renflouer la stack justement modeste de Merkmed et en faire une plus grosse stack. Bon, l'Espagnol, justement, corrige ce move-là de l'Ottoman là, tout de suite quand arrive le temps de son spring déplo parce qu'on l'a spoté assez vite dans le chat. Fait que là, c'est correct, il y a les 4 unités ottomanes ici. L'Espagnol, lui, va spring déployer le duc d'Alva avec 3 unités, je pense, à Genoa. Fait qu'il a amené le duc d'Alva avec une coupe de personnes. Ouais, il est rendu avec le duc d'Alva puis 4 unités. Genoa, est-ce qu'il y a un petit œil sur Tunis, peut-être? Tunis l'indépendante, peut-être, sait-on jamais. L'anglais fait pas grand-chose. L'anglais fait juste amener. Fait que là, Hawkins s'en vient ici. Fait que pi. Fait qu'il garde Hawkins en Europe. Par contre, il garde Drake pour le Nouveau Monde. Qui n'est pas un mauvais choix. Là, quand, il y a 2 bons navigateurs, il y a l'embarras du choix. Fait que let's go. Le français, lui, quant à lui, fait absolument pas de spring déplo, resterait assis sur son derrière à Paris. Puis le HRE fait un petit spring déplo à Presbourg.
avec 8 unités. Fait que là, l'Ottoman, hein, le chat est pas là, les souris dansent. Fait que si Mehmed a l'intention de traverser et s'en venir ici ou de s'en prendre à Venise, ben là, ça se pourrait qu'il vienne des petites idées au HRE de rentrer sur Bouddha, enfin, là. Parce que là, il y a beaucoup d'unités qui sont installées à Istanbul. Dès qu'eux autres, probablement, vont traverser la passe, ils vont commencer à être loin en crise pour venir prêter main forte ici. Fait que c'est peut-être là que le HRE pourrait saisir l'opportunité pour déclarer la guerre avec sa fameuse home card qui lui permet d'intercéder en faveur d'un pouvoir ou d'un autre qui sont en guerre. Puis moi, je vais juste envoyer un petit régulier à Rouen euh, pour avoir là, mes 4 unités là, au cas où que je me fasse sauter dessus par le français de Paris. OK, fait qu'on part ça. L'Ottoman joue une carte de 5, le massacre de la Saint-Bartholoméw. Fait que d'abord, il amène, il avait oublié, là, je pense, dans son Spring Diplo, là, mais il ramène son naval leader, Uluk Ali, sur sa grosse stack navale ici, là, qu'on va le voir apparaître. Il est là. Pour 2 CP, il bâtit un autre régulier à Scutari. Fait que là, il y a 5 réguliers avec Merkmed à Scutari. La villa, sa carte, le massacre de la Saint-Bartholoméw, qui joue pour les CP, évidemment. Fait que là, il reste 3 CP. Fait que pour un CP, il va bouger toute sa flotte dans la mer Adriatique. Puis avec les 2 autres CP, il traverse. Il traverse déjà. Il attend pas nécessairement. C'est l'autre option qu'il aurait pu faire. Il aurait pu attendre ses renforts qui viennent à Scutari. Puis après ça, avec d'autres cartes, il aurait pu faire 2 moves navals. Juste placer ses bateaux, faire le pont. Puis après ça, ça lui aurait coûté 4 CP parce que tu peux juste bouger maximum 5 unités par la mer, même si c'est un super leader comme Merkmed qui peut en charrier 12. Fait qu'il aurait pu après ça bouger plus d'unités d'une shot, là. Mais là, ça, c'est peut-être une erreur, parce que là, il traverse avec juste 5 unités et Merkmed, puis il arrive ici, dans le territoire ennemi. Et Chris. Ça, c'est dangereux en hostie, là. Quand vous êtes. Là, lui, il a nulle part où retraiter. On peut pas retraiter par les bateaux dans ce jeu-là. Fait que, par exemple, un move cheesy que l'Espagnol pourrait faire, ben, d'abord, l'Espagnol pourrait essayer d'y fausser dessus avec le duc d'Alva, potentiellement. Venir ramasser l'unité du pape ici au passage, parce que l'Espagnol est allié avec le pape. Fait que le duc d'Alva pourra faire un, 2, 3, puis venir se frotter à Merkmed. Tu sais, on se retrouve avec, mettons, avec l'unité du pape, ça fait 6D. Contre 5, 6, plus un pour être défenseur, 7D. 6D contre 7D. Mais là où ça vaut la peine, c'est que dès que l'Espagnol gagne la bataille, oh, puis oubliez ça, le duc d'Alva peut même passer ici par Rome. Un, 2, 3. Puis s'il joue une carte de 5, il peut peut-être même faire un, 2, recruter une unité du pape s'il en reste. S'il en reste-t-il? Il en reste peut-être pas. Le pape est relativement pauvre en unité. Non, il en reste pas. Mais bref, l'Espagnol pourra faire un, 2, 3, puis là, ça serait 7D contre 7D. Puis si l'Espagnol gagne, même s'il gagne 2 hits contre 1, la stack ottomane au complet va être wipée. C'est pour ça que je disais, le bon move, c'est peut-être au moins d'attendre que ces 4 unités-là soient à Scutari, puis après ça, avec un seul card play, en profiter pour traverser. L'autre chose, je sais pas où c'est qu'il s'en va, lui-là. Là. Il s'en va-tu à Rome? Calvaire, c'est. Parce que là, amener ses renforts, ça va lui coûter 2 pour traverser la passe, 2 pour s'en venir ici, puis là, après ça, pour son dernier CP, mettons d'une carte de 5, qui pourrait venir assiéger Rome. Mais, câlisse. Même pas assez de CP pour prendre le contrôle de c'est quoi ça, c'est Ancona? Je pense que oui. Ouais, Ancona. Il faut quasiment qu'il en prenne le contrôle pour avoir une place pour être capable de retraiter si jamais il se fait rentrer dedans. En tout cas, je trouve que c'est effronté, je trouve que c'est prématuré. Peut-être l'Espagnol a des trésors, Chris, puis des cartes comme le Sacrament. En tout cas, l'Ottoman vient peut-être de signer l'arrêt de mort de Merkmed, c'est ce qu'on va voir. C'est à l'Espagnol, justement, il se met sa petite forteresse, puis son petit. Là, maintenant, il y a un jésuite de disponible, vu qu'on est au 3, il met ça sur sa power card pour l'instant, pour ne pas l'oublier. Il a une belle carte de 5. Alors, il joue sac pour 5 CP. Il recrute 3 mercenaires à Genoa. Puis pour 2 CP, il ajoute un informant sur l'Ottoman. L'Ottoman doit se méfier de l'espionnage aussi.
Tentative d'assassinat. Le Mehmed est une cible de choix, là. Il est loin de chez eux. En crise. Oh là là. Puis là, ben, il y a des trésors, l'Espagnol, c'est ça le problème. Fait que là, il prolonge son action avec un trésor de 4 CP. Puis pour ces 4 CP-là, il va venir bâtir une nouvelle Galie ici, avec sa grosse flotte navale. Puis après ça, avec les deux autres CP, il va faire deux naval moves. Il s'en vient ici, dans le Ionian Sea. Fait que là, l'Ottoman a beaucoup de choses à watcher, là. Sa flotte pourrait se faire attaquer par la grosse flotte ici. Sa stack qui est ici pourrait se faire attaquer. Il commence à avoir un petit build-up ici. Le duc d'Alva commence à avoir pas mal de monde avec lui, là. C'est sûr qu'il y a une limite de 6 unités qu'il peut transporter, là. Puis l'Ottoman a un informant qui l'espionne en plus. Fait que là, beaucoup de choses à checker de son bord. L'Anglais joue Genoese Bankers pour l'événement, la portion du bas. Ça dit qu'il peut, dans le fond, launcher une expédition avec une colonie, puis ensuite faire 3 CP sur des mouvements navals ou de la piraterie. Fait que ça, au final, ça coûte 5. C'est l'équivalent de 5 CP. Fait que c'est une carte de 3. Fait que quand vous pouvez l'utiliser pour l'événement, vous êtes gagnant. Fait qu'il va crisser Drake à l'eau avec une colonie. Puis après ça, il fait 3 CP de naval move ou de piraterie. Fait qu'il va faire 1 CP de naval move dans la Spanish Main, puis 2 CP pour la piraterie. Hélas pour lui, le dé de défense de la forteresse est un 1, ça c'est pas pire. Drake a pas moins de 4 dés, parce qu'il y a au moins 2 places espagnoles, puis un rating de piraterie de 2. Mais l'anglais roule 1, 1, 2 et 3. Aucun 8, il se passe absolument rien. Rien à voir ici. Le français joue Flooding pour 2 CP. Il launch un navigateur avec une colonie, ça c'est gratuit. Ben, je veux dire, ça y coûte 1 CP, mais la colonie vient avec gratuitement parce qu'il y a le bonus technologique de plantation. Puis ensuite, avec le deuxième CP, il va bouger puis il va venir domper sa colonie à Charlebourg-Royal. Grand amateur de colonie, remplacer sa colonie qui a été pétée. Avec plantation, on peut le comprendre, c'est quand même toujours intéressant d'en avoir. Le HRE joue la minable carte Priest Holes pour un CP, puis il en profite pour juste augmenter son influence avec la papauté de 1. Encore là, le HRE poursuit ses petites tractations diplomatiques. Puis moi, ben pourquoi attendre? Je joue ma home card, carrément. Puis je te fais une hostie de révolte de la mort à Amsterdam. Fait que je joue la partie de la home card là, qui consiste à faire une rébellion comme si 7 CP avaient été dépensés. Puis en plus, Amsterdam est une home space Dutch. Fait que j'ai un CP, tu sais, je roule un dé de plus, fait que je roule 8 dés au final. J'ai besoin d'avoir un seul hit. Euh, En fait, non, c'est automatique, il n'y a même pas d'unité. Fait que, mais j'ai joué ma home card pour être capable, dans le fond, étant donné que la home card me donne 7 CP. Fin de rébellion, comme si j'avais 7 CP, ça va me permettre de crisser 3 réguliers dans la space. Fait que c'est un succès flamboyant. Par contre, je peux pas convertir 56 000 space alentour. Il y en a rien qu'une autre qui est protestante. Fait que je convertis Amsterdam, puis je convertis Utrecht, puis je mets 3 réguliers à Amsterdam. Puis je flotte mon trésor tout de suite de 3 CP. Je vais venir recruter un petit mercenaire de plus à Amsterdam. Puis avec les deux autres CP, ben moi, pas plus fou que les autres. Même si j'ai pas la carte en ce moment, je me gagne 2 d'influence avec l'Écosse. Toujours important de se tenir en avant, même si on n'a pas la carte, parce que quelqu'un d'autre peut l'avoir, puis c'est pas quand il va commencer à y avoir du mouvement des autres tokens qu'il faut commencer à faire du rattrapage. Fait que en étant d'avance comme ça, en contrôlant Édimbourg, puis avec l'Écosse qui est majoritairement protestante, là, j'ai en masse de plus pour me couvrir avec ça, là. Fait que voilà, ça conclut le début du tour 3. Fait que ça va, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que l'Ottoman va faire. L'Ottoman est sous pression. Il va-tu faire traverser son autre stack puis venir assiéger à Rome envers et contre l'informant qui se trouve sur sa power card au risque d'avoir à se frotter au duc d'Alva? Sa flotte va-tu se faire rentrer dedans par l'Espagnol? Ça va brasser ici en asti bientôt, là, d'un côté ou de l'autre, là, ça, il n'y a pas de doute, là. Fait que voilà, manquez pas la suite du playthrough. À plus.